Bonsoir. Sylvia Quarteroni, les médias vous désignent comme une pionnière en intelligence artificielle, comme responsable de l'innovation au Swiss Data Science Center ou sur le site de l'EPFL. Vous contribuez à résoudre les nouveaux problèmes posés par l'intelligence artificielle aux entreprises. Les problèmes, ou plutôt les opportunités, parce que vous êtes une optimiste, Sylvia Quarteroni. Vous considérez l'innovation d'abord comme une chance. Et optimiste, il fallait l'être pour passer d'une maturité en grec et latin à des études d'informatique à l'EPFL, puis se spécialiser ensuite dans le machine learning. Aujourd'hui, Sylvia Quarteroni, vous vous trouvez au cœur de la question technologique la plus cruciale du moment, comment apprivoiser l'intelligence artificielle. On va s'asseoir. Bonsoir. Sylvia Quarteroni, à l'origine, je le disais, vous êtes une littéraire, vous avez fait votre maturité en grec et en latin à Milan. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre la versification latine et l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle peut nous aider dans la versification latine. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle peut-être pour certains de vos connaissances. Mais je dirais plus généralement, l'intelligence artificielle nous permet aussi de déchiffrer le langage humain. Tout comme en tant qu'étudiant, on essaie de déchiffrer des textes en latin et en grec. Les mêmes principes sous-jacents qui sont dans notre tête en tant qu'être humain, on peut les traduire en termes d'intelligence artificielle, en termes d'ordinateur, pour adresser ce grand mystère qui est la compréhension de l'intelligence humaine. Alors vous avez suivi vos parents en Suisse à la fin de votre baccalauréat. À ce moment-là, vous entamez des études d'informatique à l'EPFL, un virage à 180 degrés. Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, ce qui me motivait, c'était comprendre comment fonctionnaient les moteurs de recherche. Et ce qui est en soi un problème assez linguistique, je dirais, donc pas très loin de ce que j'avais fait pendant mes études. Je trouvais ça vraiment mystérieux, comment on pouvait parler à un ordinateur, en quelque sorte, écrire quelque chose dans un ordinateur et trouver une réponse. Et c'est ce qui a aussi dirigé ma recherche. Après le master en informatique, j'ai fait mon doctorat en système automatique de questions-réponses interactif, en gros les ancêtres des chatbots qu'on a aujourd'hui. Je trouve toujours très fascinant de réussir à comprendre un ordinateur et vice-versa, que l'ordinateur puisse nous comprendre. Est-ce que vous pressentiez, quand vous êtes spécialisé dans le machine learning, est-ce que vous pressentiez au début des années 2000 la révolution qu'on est en train de vivre maintenant avec l'intelligence artificielle? Je ne m'attendais pas à ce que j'ai observé avec la sortie de ChatGPT fin 2022, c'est-à-dire que nous, d'un point de vue scientifique, on a toujours vu la progression de l'intelligence artificielle de manière tout à fait linéaire. L'intelligence artificielle est une discipline qui est née dans les années 50, donc ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Par contre, ce qui est très nouveau, c'est la façon dont les personnes qui ne sont pas techniques ont eu l'opportunité d'aborder une intelligence artificielle directement et pas cachée derrière un moteur de recherche, par exemple. Et ça m'a vraiment surpris comme les personnes ont réagi positivement et aussi, bien sûr, avec des réactions émotionnelles par rapport à cette technologie. Donc non, je ne m'y attendais pas comme ça. Quel est le plus grand danger amené par l'intelligence artificielle? On entend souvent cette peur qu'elle nous contrôle avant même que les politiques, les humains aient réussi à lui mettre un cadre. Est-ce que c'est un risque? C'est un risque d'ignorer la portée de l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est un risque de ne pas s'intéresser à cette technologie en pensant que ça ne nous concerne pas parce que peut-être notre métier n'est pas inhérent à la technologie. Je crois que l'intelligence artificielle est vraiment l'affaire de tous. Donc je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est au moins se familiariser avec ce qu'elle peut amener et aussi ses limitations qui sont importantes. Donc aujourd'hui, plus qu'un remplacement, par exemple, de nos emplois par l'intelligence artificielle, je vois le risque de ne pas tirer parti de ces opportunités. Vous avez des enfants, Sylvia Quarteroni. Est-ce que demain, vos enfants auront pour amis des robots? J'espère pas. Donc non, je pense que mes enfants auront pour amis des amis humains. Par contre, ils auront peut-être plus d'opportunités d'interagir avec leurs amis et des amis plus loin avec les moyens technologiques. Et ce sera intéressant comme dynamique. Vous diriez quand même qu'il faut mettre un cadre à ce développement fulgurant de l'intelligence artificielle depuis l'arrivée de ChatGPT?
Je pense qu'il est important de réglementer des processus. Donc, par exemple, on met un cadre sur la conduite. On ne devrait pas forcément faire une différence entre la conduite telle qu'elle et la conduite autonome. Et je pense que c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on parle ici d'une technologie qui est manipulée par des humains. Ce qu'il faudrait cadrer, c'est l'usage de la part de l'humain d'une technologie plutôt que la technologie en soi qui est neutre par définition. Est-ce que l'intelligence artificielle va être un vecteur d'inégalité entre hommes et femmes, va reproduire ces schémas-là, ou au contraire va permettre d'accélérer l'égalité? C'est une question assez difficile. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle, avec un apprentissage sur des énormes volumes de données sur tout Internet, nous a permis de mettre en évidence certains biais qui existent, non seulement entre hommes et femmes, mais aussi de différents types sociaux, ethniques. Donc, en tant que tel, je trouve l'intelligence artificielle met en évidence, met en relief. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ces biais? C'est probablement pas l'IA qui va nous aider à les résoudre, mais au moins on aura une preuve qu'ils existent. Silvia Quarteroni, merci. On va se tourner maintenant vers les questions. La première qui nous vient, comment voyez-vous l'évolution de l'intelligence artificielle et des stockages de données en termes de consommation d'énergie? Ah oui, est-ce que c'est un gros consommateur d'énergie, l'intelligence artificielle? Très actuel, oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on utilise ChatGPT, on consomme énormément d'énergie et c'est un problème écologique. Les gens ne vont probablement pas s'abstenir d'utiliser ces outils parce qu'ils sont bien utiles. Toutefois, il y a beaucoup de recherches qui se fait en ce moment pour optimiser, donc réduire la consommation énergétique de ces outils, pour essayer de faire plus avec moins. Et je pense que c'est très important d'être frugal avec l'IA parce que notre futur en dépend. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux parents pour protéger leurs enfants de l'intelligence artificielle et en même temps l'acquérir, l'utiliser? Je pense qu'il est très important que l'intelligence artificielle soit un sujet d'étude à l'école. J'ai un enfant de 6 ans et un enfant de 4 ans. Je leur parle d'intelligence artificielle, bien sûr, en des termes très simples, mais je trouve qu'il est très important de savoir quels sont les risques et quels sont les bénéfices. Et je crois que c'est là vraiment l'instrument principal, l'éducation. Qu'est-ce que vous rêveriez d'accomplir grâce à l'intelligence artificielle? Personnellement, mon rêve, c'est d'avoir un impact en conseillant peut-être des entreprises et des organisations, comme on le fait aujourd'hui dans mon centre, pour tirer parti de l'IA dans leur domaine. Mais je pense que plus généralement, le grand rêve pour moi de l'intelligence artificielle, c'est la médecine personnalisée, quelque chose dont parlait la professeure Gasser tout à l'heure. L'idée de trouver une thérapie qui est personnelle, spécifique à chaque patient, qui utilise la complexité de leurs données, leur génome, leurs données cliniques, les données pathologiques. Aujourd'hui, il est possible d'avoir des traitements contre le cancer qui soient personnalisés. Je crois que le plus vite on arrive à vraiment couvrir le plus possible de patients, le mieux on sera. Alors là, on rebondit sur l'actualité. Il y a une réglementation qui a été adoptée hier par l'Union européenne en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? En général, mon attitude est assez prudente vis-à-vis de la réglementation, dans le sens qu'il ne faut pas brider les opportunités, d'après moi. Il est vrai toutefois qu'il faut se poser certaines questions liées à quelles sont les limitations objectives de cette technologie, donc avoir la possibilité de contrôler, c'est important. J'espère que l'Union européenne va agir de manière très pragmatique en formulant des contraintes qui sont, et disons en appliquant ces contraintes de manière pragmatique, donc intelligente et sans excessivement protéger. Je trouve qu'il est un peu trop tôt pour excessivement se protéger de l'intelligence artificielle. Alors, une personne dans le public a utilisé ChatGPT pour vous poser une question. Je vais la traduire. Comment vous envisagez le futur du langage, du processus naturel du langage et son impact sur les collaborations dans l'industrie? Est-ce que je peux répondre en anglais à cette question? C'est en anglais? Allez-y. So, natural language processing has been one of the main fields of application of AI since 1950. And today, most of the innovation that we see is indeed in the realm of NLP.
To take advantage of this progress, we have to be prepared to some, let's say, flexibility in the sense that in order to use a tool like ChatGPT within the context of an organization like in Switzerland, we most of the time have to send our data over the internet to some third party, and this is not always possible due to confidentiality. So we have to potentially make compromises or develop the skills that we have here in Switzerland to essentially adapt what is developed elsewhere by really big companies and contextualize it in the context of our data, our jurisdiction. And this is an area where Swiss Federal Institutes of Research are very active. Oh, voilà, c'était une bonne question. ChatGPT a bien trouvé, visiblement. Bon, on dit que trop peu de femmes se lancent dans l'informatique. Silvia Quarteroni, c'était le cas d'ailleurs quand vous êtes entrée à l'EPFL en 1999. Enfin, vous étiez combien dans la classe de femmes? Je crois qu'on était 14 sur 170. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à les motiver de se lancer dans cette voie? J'espère qu'en voyant d'autres femmes dans l'informatique, elles se rassurent peut-être s'il y a des doutes. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est l'exemple. Je ne pense pas être un exemple particulièrement vertueux, mais au moins je suis une femme dans l'informatique. Je dois dire que dans mon cas, quand je suis rentrée à l'EPFL, je ne savais pas que j'allais trouver aussi peu de femmes, mais peut-être c'est ce qui m'a un petit peu sauvée. Merci beaucoup, Silvia Quarteroni. Merci à vous.